Maître Thérion, la grande bête 666, l'homme le plus malsain du monde. Tels sont les surnoms donnés à un même homme. La figure centrale de l'occultisme. Scandaleux, controversé et pervers, découvrons ensemble l'histoire d'Aleister Crowley. Edward Crowley est né le 12 octobre 1875 à Leamington, en Angleterre. Il est le fils unique d'un riche propriétaire de brasserie. Ses premières années se déroulent dans un certain confort matériel. Un confort qui lui fait développer très tôt un complexe de supériorité intellectuelle et spirituelle. Sa famille fait partie du mouvement religieux protestant, les Frères de Plymouth. À la mort de son père en 1887, Crowley commence à rejeter la religion. Sa mère l'appelle alors la bête, en référence bien sûr à la grande bête de la Bible et à son numéro 666. Elle lui donne ce surnom totalement premier degré. Il est alors confié à son oncle maternel. Vous comprenez, elle ne pouvait pas loger la bête chez elle. Ce tonton s'est avéré être un prêcheur fanatique, obligeant le jeune Crowley à apprendre la Bible par cœur. Et la Bible, c'est très long. En 1895, il entre à l'université, mais pas dans n'importe laquelle, le Trinity College de Cambridge, le collège universitaire le plus riche du Royaume-Uni, ayant formé 33 prix Nobel. Notre grande bête étudie les sciences naturelles et se passionne pour l'alpinisme et les échecs. Il s'intéresse aussi beaucoup à la poésie. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il choisit de se prénommer Aleister, en hommage à un poème de Percy Bysshe Shelley, s'inscrivant dans le renouveau celtique de la Grande-Bretagne. Il faut savoir que dans la kabbale anglaise, hébraïque et grecque, l'addition des lettres composant Aleister Crowley donne 666. Il est encore étudiant quand il hérite de la fortune de son père, qu'il dépense sans compter. Crowley fait publier une édition de luxe de ses propres poèmes. Dans l'un d'entre eux, il y révèle sa bisexualité. C'est lors de vacances en Suède en 1896 qu'il fait sa première expérience homosexuelle. À Cambridge, il multiplie ses expériences, malgré le fait qu'elles soient illégales, et couche avec de nombreuses prostituées. À leur contact, il attrapera la syphilis. Il commence à avoir des visions, notamment une en 1897 qui lui fait dire qu'hormis la magie, tout est éphémère. Il va étudier des textes ésotériques et va intégrer une société secrète, l'ordre hermétique de l'aube dorée, appelé aussi Golden Dawn. Leur but est d'étudier les sciences occultes. Le prix Nobel de littérature 1923 William Butler Yeats en est membre et pense que Crowley est fou. Pas totalement faux. L'un des fondateurs de l'ordre, MacGregor Mathers, met au point un rituel pour invoquer son ange gardien. Crowley restera enfermé plusieurs mois dans sa résidence secondaire au bord du Loch Ness pour essayer. Il s'intéresse également au bouddhisme et au taoïsme et enchaîne les voyages en Asie. Aleister affirme avoir été initié au Hatha Yoga par un grand maître. Il serait l'un des premiers occidentaux à en bénéficier. Finalement, l'ordre et Crowley se rejettent mutuellement. Il est déçu par les dissensions au sein du mouvement et les membres de la société sont choqués par sa vie sexuelle. Il s'intéresse alors aux travaux de John Dee et d'Edward Kelly, dont il pense être la réincarnation. Nous avons déjà parlé de ces deux personnages dans notre vidéo sur le manuscrit de Voynich. Crowley est un véritable globe-trotter et un curieux. En 1900, il est au Mexique et affirme avoir été initié à la franc-maçonnerie. Il apprend également des méthodes de concentration et de visualisation avec le grand alpiniste Oscar Eckenstein. On se rappelle que Crowley est un passionné d'alpinisme. Ensemble, ils partent escalader le K2, la deuxième plus haute montagne du monde, située entre la Chine et le Pakistan. Un mois plus tard, la mission est un échec. Retour au pays. De 1903 à 1905, c'est plutôt calme. Non, c'est le contraire. Les événements importants vont s'enchaîner.
Il se marie en 1903 avec Rose Edith Skerret. Durant leur voyage de noces, sa femme entre en transe et annonce une communication surnaturelle à venir pour son mari. Il repart en expédition dans l'Himalaya, au Kangchenjunga. C'est une catastrophe, et 4 de ses compagnons disparaissent. Il est en Inde quand sa femme met au monde leur fille. Crowley insiste pour qu'elle le rejoigne. Mais il doit fuir le pays parce qu'il a tué 2 hommes lors d'une bagarre. C'est pas fini. La petite famille se réfugie en Chine. Mais Aleister est à la recherche d'une ancienne maîtresse. Il renvoie alors sa femme et sa fille en Angleterre. En rentrant au pays, il apprend que sa fille n'a pas survécu au voyage. Il en tiendra Rose pour responsable à cause de son alcoolisme et, sans surprise, leur relation va se détériorer. Ils auront 2 autres filles avant de se séparer. Élégant dans son inélégance, Crowley fait connaître publiquement ses propres infidélités pour avoir les torts dans le divorce. De plus, Aleister devient maître franc-maçon en France en 1904. En 1909, il rédige le livre de la loi, dont il prétend que c'est un esprit nommé Aiwass qui le lui aurait dicté. Le texte est signé du pharaon Ankhéphène-Khonsou, dont Crowley prétend être la réincarnation. Je croyais qu'il était la réincarnation d'Edward Kelley. Il se rend ensuite dans le désert algérien avec le poète Victor Benjamin Neuburg. Ils mettent au point un système de magie sexuelle appelé Magic et tentent de communiquer avec le démon Choronzon. MacGregor Mathers, son ancien mentor, lui avait intenté un procès pour avoir divulgué les secrets de la Golden Dawn dans un de ses livres. Crowley est acquitté, ce qui lui vaut une grande attention des journaux anglais et européens. Il en profite et surjoue de son côté sataniste. Il prétend même faire des sacrifices humains. Un passage d'un de ses livres raconte qu'il aurait sacrifié 150 enfants par an. Il est probable que ce soit une métaphore de l'éjaculation. À la même époque, il s'inspire justement de la Golden Dawn pour fonder l'Astrum Argentum dont il devient le maître. Durant la Première Guerre mondiale, il s'exile aux États-Unis. Il est de plus en plus détesté en Angleterre, du fait de ses écrits pro-allemands. Il est probable en réalité qu'il ait servi d'agent double, travaillant pour les intérêts anglais. Son but aurait pu être de ridiculiser les idées allemandes aux yeux du public américain. La période est d'autant plus compliquée pour lui qu'il a dilapidé son héritage et doit désormais vivre de peu. Il continue de travailler sur des rituels de magie sexuelle. En 1920, Crowley se trouve en Sicile, dans une ferme qu'il nomme Telema, référence à l'abbaye de Thélème dans Rabelais. Le slogan de Telema, c'est « Fais ce que tu voudras ». On ne peut pas faire plus simple. Il y forme de nombreux disciples. Un journal anglais le surnomme alors « l'homme le plus malsain du monde ». Il faut dire qu'il enchaîne les provocations, que ce soit dans la drogue, notamment l'héroïne, et dans sa vie sexuelle. Plusieurs enfants se trouvent dans cette communauté de Thélème, et Crowley a une façon particulière de les éduquer. Une éducation libertaire. Les enfants peuvent jouer toute la journée. Ça, à la rigueur, pourquoi pas. Mais ils assistent aussi aux relations sexuelles des adultes. Une jeune femme appelée Betty May se plaindra des traitements subis par son compagnon pendant qu'ils séjournaient tous les deux dans la communauté. Son copain, Raoul Loveday, aurait été obligé de boire le sang d'un chat sacrifié et de se couper avec un rasoir chaque fois qu'il utilisait le pronom « je ». Crowley sera finalement chassé d'Italie par Mussolini. Il prend néanmoins la tête de l'Ordo Templi Orientis et forme encore des disciples. Crowley va aussi se marier brièvement avec une femme nicaraguayenne. La doctrine de son temple, c'est que le XXe siècle marque notre entrée dans l'Éon d'Horus, une ère où l'homme prendra complètement le contrôle de son destin. Cet éon succède à l'éon d'Osiris, une époque où les grandes religions, christianisme, islam, bouddhisme, dominaient les esprits. Et avant cela, il y avait l'éon d'Isis, qui, pour faire simple, était celui des religions paganistes. Crowley pensait que Téléma deviendrait la religion du nouvel éon, et qu'il en serait le prophète. Une religion où l'on utilisait des gâteaux de lumière en guise d'Eucharistie.
L'Eucharistie, pour faire simple, c'est la représentation du corps du Christ dans du pain. Les catholiques mangent le pain et accueillent le Christ en eux. C'est une explication rapide, bien sûr, on n'est pas dans un cours de théologie. Les gâteaux de lumière, c'est le même principe. Mais on mélange le pain avec du sang, du sperme et des sécrétions vaginales. Après un séjour en France où il sera de nouveau expulsé, il retourne en Angleterre et souhaite se refaire une santé financière. Alistair intente plusieurs procès pour diffamation. Mais personne ne le soutient, et l'opinion publique lui est très défavorable. Les 2 procès sont perdus et il se ruine en payant les frais de justice. En 1936, il rencontre la dessinatrice Lady Frida Harris. Tous les 2 vont concevoir un tarot divinatoire mélangeant les différentes expériences de la vie de Crowley. Magie occidentale, Golden Dawn, bouddhisme, tantrisme, chimie et freudisme. Il affirme aussi être le successeur de l'occultiste Eliphas Lévi, et même sa réincarnation. Ce mec est la réincarnation de beaucoup de types quand même. Il termine sa vie ruiné. L'ensemble de sa fortune était estimé à 1850 €. Il meurt le 1er décembre 1947 d'une crise cardiaque suite à la trop forte consommation de drogue tout au long de sa vie. Crowley aura écrit sur presque tous les sujets concernant l'occultisme. La magie, le tarot, la kabbale ou l'astrologie. Mon fidèle assistant, aujourd'hui nous allons tirer les cartes pour savoir si notre chaîne YouTube aura du succès pour l'année à venir. On va commencer avec le nombre d'abonnés. Oui, nous aurons beaucoup d'abonnés pour l'année à venir. Passons maintenant au nombre de vues. Important le nombre de vues. C'est positif. Nous aurons beaucoup de vues. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui tire. Allons-y maintenant pour le nombre de commentaires. Oui, nous aurons beaucoup de commentaires. Sûrement des commentaires très intelligents. Et maintenant, le plus important, la monétisation. Est-ce que nous allons gagner de l'argent?